Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Et oui, on va répondre à une question qu'on me pose de temps en temps et qui trotte forcément dans la tête d'une grande partie des gens qui veulent vivre au Japon un jour. Est-ce qu'il est obligatoire de parler japonais finalement pour vivre au Japon ? Mais vous le savez maintenant, il y a toujours le petit menu. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir ? Cette semaine, on va aller voir un gaijin qui vit à Kyoto et qui même vit bien à Kyoto, qui a réussi. On va aussi parler d'un coffee shop, oui, vous le savez, qui est présent dans plusieurs villes au Japon et qui est sûrement un des meilleurs coffee shops du Japon. Et pour finir, on fera un petit coup de cœur sur les t-shirts, mais ça, vous le verrez tout à l'heure. Mais avant de commencer ce focus, le focus du jour, je voulais vous faire un petit aparté, un petit 36-15 ma vie, vous commencez à me connaître, qui est finalement totalement en rapport avec ce podcast et le Japon en général. Alors il y a quelques épisodes, si vous avez bien suivi, je vous avais parlé de mes projets qui étaient donc liés au Japon pour cette année 2021. Je vous avais expliqué qu'il y avait une forte chance que je ne retourne pas au Japon avant quelques années, le temps d'économiser assez pour pouvoir monter mon business là-bas. Vous le savez aussi, j'étais en recherche de travail, j'étais parti pour chercher un travail, donc on va dire traditionnel, en France. Et au vu de mon niveau d'anglais et de japonais, j'ai pas trop le choix a priori de chercher un boulot ailleurs qu'en France. Mais voilà, depuis une bonne semaine, tout ça a été un petit peu chamboulé. Alors je vais vous raconter pourquoi. Un ami à moi m'a proposé de travailler pour sa société qu'il a montée il y a quelques années au Canada. Alors vous dites ça y est, on va avoir le droit à Explore Canada, le podcast qui explore le Canada sous toutes ses coutures. Eh bien non, pas du tout, ça aurait pu, mais c'est pas le cas, car ce boulot est en fait un boulot de freelance et qui sera donc en full remote. C'est-à-dire que je peux travailler techniquement n'importe où, je ne vais pas avoir de visa pour aller au Canada, et donc je peux rester sur Paris, je peux m'installer dans le Cantal, je peux faire ce que je veux. J'ai donc décidé de me remettre, ou plutôt de me mettre, on va dire, parce que j'étais pas vraiment avant, à la vie de digital nomade. Même si j'ai bougé à Édimbourg, au Japon, et que j'ai même travaillé dans les coffee shops, j'avais pas de revenus vraiment à l'époque. Mais là, du coup, je vais avoir un vrai revenu avec un vrai travail, avec des vraies tâches. Ça va pas être moi qui vais devoir chercher des clients ou avoir des petites... j'avais des petites missions qui étaient arrivées, mais rien sur du long terme. Là, j'aurais vraiment un vrai travail sur le long terme. Et j'ai fait mes petits calculs, je pourrais bouger tout en économisant ce qu'il faut pour vivre au Japon dans quelques années. Donc pour moi, c'est quand même un petit peu l'idéal, moi qui ne voulais pas rester en France et qui n'avais pas trop envie de retourner dans le monde traditionnel du travail. Donc il est possible que sur mon compte Instagram ou bien ailleurs, que je vous fasse découvrir d'autres pays que le Japon, voire que je fasse un projet, pourquoi pas en parallèle de ce podcast. Oubliez que mon premier podcast était un podcast sur le digital nomade, il y avait à peu près 10 épisodes, ils sont toujours en ligne si vous êtes curieux, ça s'appelle Kitsune Dandy. Je l'avais arrêté assez rapidement parce que j'étais pas encore vraiment digital nomade. Du coup, j'avais pas grand chose à raconter. Je me disais que j'allais vite tourner en rond. Et surtout, j'avais pas l'expérience, donc j'avais pas une passion non plus folle pour parler de tout ça. Et je m'étais dit de quoi j'ai envie de parler. Et en fait, j'avais vraiment envie de parler du Japon. Donc j'ai lancé Explore Japon, qui m'a passionné beaucoup plus à faire et à réaliser. La preuve avec ses 111 épisodes. Et là, vous vous dites, ok, on est franchement content pour toi, c'est cool, t'as trouvé un taf, un bon début d'année, tu vas pouvoir être digital nomade et économiser pour le Japon, c'est super. Mais quel est le rapport du coup avec le podcast ? Tu nous dis qu'il y a un rapport. Eh bien, si tout va bien et que le boulot se passe bien, parce que j'ai pas encore commencé le boulot, c'est une mission qu'on m'a proposée, a priori c'est quasiment sûr, ça va se faire, mais c'est pas encore lancé, et que tous mes calculs marche bien, mes calculs au niveau des impôts et des taxes et compagnie, parce que je vais être en freelance, donc je vais devoir payer mes taxes. Donc si les économies suivent bien comme j'ai prévu, et que le coronavirus ne nous ennuie plus trop l'année prochaine, eh bien j'aimerais justement l'année prochaine faire 1 an en Asie. Et vous l'aurez compris, si je vais en Asie, c'est principalement pour aller au Japon. Et donc faire 2 fois 3 mois au Japon. Alors pourquoi 2 fois 3 mois ? Eh bien tout simplement car je pourrais pas y aller, je pourrais y aller qu'avec un visa touriste. Un visa touriste, vous le savez, c'est 3 mois maximum. Je ne serai pas là non plus en vacances, il faudra que je travaille. Mais j'aurai mon temps libre habituel et mes week-ends pour vous faire découvrir encore plus le Japon. Surtout que cette fois-ci, je pense que je m'éloignerai de Kyoto pour profiter de l'occasion, en fait, finalement, de découvrir de nouvelles villes. Vu que je sais que je vais pas y rester à vie, donc j'ai pas un choix hyper important à faire, ce sera pour 3 mois. J'aimerais bien du coup aller à Fukuoka et pourquoi pas Sapporo aussi, qui sont 2 villes que j'aimerais mieux connaître. Et faire 3 mois dans chacune des villes, ça me tente bien au final. Donc désolé pour l'aparté, mais j'espère que tout va bien se dérouler car j'aurai la possibilité du coup de retourner au Japon à mi-temps finalement pendant 6 mois dès l'année prochaine.
Donc ça serait quand même super chouette. Et vu qu'on se dit tout, d'un point de vue financier aussi, si tout va bien, je pourrais monter mon business d'ici 3 ans environ. Pareil, si tout se passe bien, mais bon, on a encore le temps d'en reparler, il y a encore le temps de se passer plein de choses, les choses peuvent évoluer. Et aussi pour finir là-dessus, il y a de fortes chances qu'à partir du mois de mai, c'est pareil si les avions le permettent, je pense que mes premières destinations seront l'Europe de l'Est, parce que moins cher, parce que je connais pas et que j'en ai entendu beaucoup de bien, d'aller peut-être en Pologne, peut-être d'aller en République tchèque, je ne sais pas encore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, si vous connaissez bien ces pays-là, n'hésitez pas à me dire, ah bah tiens, tu devrais aller à Prague, à Budapest, parce que c'est super et les Airbnb sont pas chers. Je vais avoir encore une fois une vie de nomade et donc travailler dans des coffee shops et travailler dans des Airbnb. Je peux pas aller dans une petite auberge, vous l'aurez compris, parce que je travaille aussi pour le Canada, donc régulièrement il va falloir que je sois disponible le soir à cause du décalage horaire. Donc il va me falloir des endroits tranquilles pour travailler, d'où le Airbnb et pas une auberge de jeunesse par exemple. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, il me reste encore quelques mois, 2 mois en gros pour me préparer à savoir où je vais vivre cette année. J'aimerais bien faire au moins 2 pays et l'année prochaine, donc partir en Asie. Et pour le Japon, vous l'aurez compris, les 2 fois 3 mois, si tout va bien, j'aimerais bien les faire pendant la période des Sakura et pendant la période des Momiji, qui sont mes périodes préférées au Japon. Mais bon, passons maintenant, on finit le 36-15 Savi qui était un petit peu long, je suis désolé, mais ça fait aussi partie un peu du podcast et de la suite du coup de ce podcast. Passons à ce qui va vraiment vous intéresser, c'est la question du jour. Car oui, peut-on vivre au Japon finalement sans parler japonais ? Alors attention, je parle bien de vivre au Japon, pas de partir en vacances. Pour les vacances, j'en ai déjà parlé vraiment plein de fois. Bien sûr que vous pouvez partir au Japon sans aucune crainte, même si vous ne connaissez pas un mot de japonais, on s'en sort très facilement. Il y aura peut-être de temps en temps des moments rigolos, des moments un peu galères, des moments où on se sent perdu 5 minutes, mais dans l'ensemble, tout est super bien indiqué. Maintenant, avec Internet, avec Google Translate, avec Google Maps, tout est bien fait avec les JO et même avant les JO. Moi, la première fois que je suis parti, c'était en 2015. Honnêtement, dans le métro, tout est indiqué. Enfin, si vous allez dans les grandes villes, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Mais la question, c'est pour y vivre. Vraiment, y vivre à plein temps. Se dire, ok, maintenant, on vit au Japon et on y va pour des années. Vous le savez, il n'y a pas de réponse juste à cette question. On pourrait répondre oui, tout comme quelqu'un peut vous dire non, c'est pas possible. Alors, pour moi, les 2 réponses sont valables vraiment. Alors, non. Je vais commencer par le non, car déjà pour trouver un travail sans parler la langue, ça sera forcément beaucoup plus compliqué. Pour vivre au Japon, il vous faut un visa, quoi qu'il arrive. On ne va pas rentrer dans tous les visas disponibles, mais à un moment donné, il va falloir travailler. Sauf si vous êtes rentier et que vous êtes marié à une japonaise, ou que vous êtes marié à une riche japonaise ou à un riche japonais. Désolé, j'utilise japonaise et pas japonais, parce que voilà, c'est le premier truc qui me vient à l'idée. Je suis un garçon, j'aime les filles, donc voilà. Mais forcément, ça marche dans les 2 sens, vous vous doutez bien. Et donc non, voilà, parce que pour trouver le travail, ça va être compliqué. Il y a bien sûr des emplois nécessitant l'anglais, forcément, qui existent, mais ils seront bien entendu beaucoup moins nombreux que ceux où on vous demandera un certain niveau de japonais. Et puis forcément, les places vont être beaucoup plus rares et beaucoup plus convoitées aussi. Vous n'êtes malheureusement pas le seul gaijin du monde à vouloir vous installer au Japon. Donc il y aura des gens qui seront très très motivés, peut-être plus motivés que vous, qui auront peut-être des parcours plus intéressants que vous. Donc la concurrence risque d'être assez rude, surtout si vous n'avez pas le japonais. Quand vous avez le japonais, vous allez pouvoir passer par-dessus cette personne-là. Mais quand vous ne l'avez pas, à concurrence égale, sans le japonais, peut-être que même un profil moins bien que vous, mais avec le japonais en plus, passera au-dessus de vous. Donc ça limite forcément les possibilités. Mais plutôt que de travailler pour une société, vous allez me dire pourquoi pas monter sa boîte aussi. Ça peut régler le problème. Alors, si vous avez les moyens, vous avez un bon concept qui tient la route, j'ai envie de dire why not, pourquoi pas, bien sûr. Mais là aussi, le japonais, ça risque d'être quand même pas mal bloquant. Déjà, si vous devez avoir des interactions avec des clients, ça sera compliqué. Il y a souvent beaucoup de travail qui nécessite d'avoir des clients japonais. Et vous n'allez pas travailler avec uniquement des clients étrangers ou des gaijins. Après, par exemple, vous allez peut-être être, je ne sais pas... j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps sur un ostéopathe, et qui lui, ses clients sont juste étrangers. Donc du coup, il est marié à une japonaise quand même. Voilà, il est quand même marié à une japonaise. S'il n'était pas marié à une japonaise, il n'aurait pas pu faire ce qu'il fait maintenant. Mais dans sa vie de tous les jours, son travail de tous les jours, finalement, vu que tous ses clients sont étrangers, il parle juste français et anglais. Le japonais, il ne le parle pas. Donc, comme quoi c'est possible. Mais c'est des cas qui sont très très rares. Et encore une fois, je l'ai dit au tout début de cette phrase, il est marié avec une japonaise qui parle français. Sans ça, il le dit lui-même, il ne vivrait pas au Japon, il n'aurait pas pu être ostéopathe au Japon, parce que les démarches, parce que même ostéopathe n'est pas un métier vraiment totalement reconnu au Japon, et du coup, tout aurait été compliqué, et c'est pas sûr qu'il aurait pu même avoir un visa et monter sa structure. Et avoir un travail sans monter lui-même sa structure,
impossible. Il le dit clairement dans son travail, c'est impossible. Si on n'est pas marié à une japonaise, on ne pourra pas faire quelque chose là-bas. Donc comme quoi, ça peut être vraiment très bloquant suivant votre secteur d'activité. Mais peut-être que vous allez avoir un gros business, que vous allez avoir des moyens aussi qui vont bien. Et vous pourrez peut-être éviter les interactions avec les clients en embauchant du staff, tout simplement, du staff japonais qui sera bilingue du coup, ou au moins une personne bilingue, un manager, pour pouvoir parler avec vous, communiquer avec vous, et en plus communiquer avec le staff japonais. Mais ça rajoutera de la friction, vous serez dépendant de quelqu'un quoi qu'il arrive. Et encore une fois, quand on dit bilingue, n'oubliez pas que l'anglais. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas japonais, mais que vous ne parlez pas anglais non plus, là, vous allez vraiment vous compliquer. Le français n'est pas une langue que tout le monde parle. N'est pas une langue, il va y avoir quelques petits japonaises qui vont être contents de parler français. Mais si vous basez que sur le français, ça sera très très compliqué. Encore une fois, pas impossible, bien sûr, il y a toujours des secteurs d'activité ou des choses très spécifiques qui peuvent que peut-être, mais dans l'ensemble, ça va être vraiment très 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 compliqué. Et puis il y a la gestion des fournisseurs aussi. Dites-vous bien que beaucoup de personnes, encore une fois, ne parlent pas un mot d'anglais au Japon. Des petits jeunes, peut-être que vous allez trouver, mais vos fournisseurs qui va vous fournir vos matières premières, ils risquent de peut-être pas panaver un mot ou de pas vouloir parler un seul mot en anglais, et du coup, ça va être handicapant. Encore une fois, pas impossible, mais très handicapant. Il faudra dans ce cas-là avoir un budget pour engager un traducteur avec vous, ou alors, comme on le disait tout à l'heure, être marié avec un ou une japonaise qui n'hésitera pas à vous donner un coup de main pour toutes ces tâches. Et souvent, quand on écoute les retours d'expérience de gaijin au Japon, c'est souvent le cas. Soit la personne parle très très bien japonais, un très bon niveau japonais, soit la personne vit au Japon parce qu'elle a un mari ou une mari japonaise qui parle aussi la langue. Sinon, ces personnes-là ne seraient pas au Japon malgré leur réussite actuelle, malgré ce qu'ils font, beaucoup n'y arriveraient pas. En règle générale, de toute façon, il sera vraiment compliqué, je pense, de travailler ou monter un business au Japon sans parler la langue. Après, je ne vous dis pas que c'est impossible, vraiment, loin de là. Tout dépend de votre business, tout dépend de votre résilience aussi, et de votre débrouillardisme, on va dire, parce que il y a des gens qui sont plus débrouillards que d'autres et qui vont réagir mieux au stress et qui vont mieux réagir face aux situations difficiles, qui vont être plus débrouillards, qui vont réussir à trouver les bonnes astuces. Et pour d'autres, c'est plus compliqué, c'est pas que vous êtes plus bête ou autre, mais c'est que c'est plus compliqué, c'est pas dans votre nature. Vous connaissez forcément aussi des étrangers qui ont en France, qui ont des commerces et qui parlent quasi pas un mot. Un petit traiteur chinois où vous rentrez et vous voyez que la petite fille parle par un mot et puis les parents pas du tout. Ça arrive quand même assez régulièrement. Moi, je connais aussi des Français qui vivent au Japon et qui, via leur travail, ne parlent pas un mot non plus en japonais et pourtant vivent au Japon sans aucun souci. Donc, ce n'est pas impossible, mais c'est juste que ça va vous compliquer énormément la tâche si vous ne parlez pas japonais pour pouvoir vous installer dans un projet. Ça va dépendre de beaucoup de choses. À vous de faire le point et de chercher, de vous dire « Ok, avec ma situation actuelle, est-ce que j'ai besoin du japonais ou est-ce que ça va être quand même un gros frein et que si je veux vraiment m'installer là-bas, il faut que je me mette à fond sur le japonais. » Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que le fait de ne pas parler japonais soit quand même un frein total. Voilà, que ce ne soit pas un obstacle impossible. Vous dites « Je ne parle pas japonais, jamais je pourrai aller au Japon. » Ça sera peut-être, pour le coup, ce sera peut-être possible que ce soit un frein totalement bloquant. Encore une fois, tout va dépendre de votre profession ou des rencontres que vous allez faire. Peut-être que vous n'allez pas avoir la bonne profession, mais vous allez rencontrer un japonais, une japonaise, le coup de foudre, tout va bien. Encore une fois, ne vous mariez pas pour avoir des papiers, ne faites pas ça. Vous avez le droit, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas respectueux pour la personne en face, et de deux, c'est quand même un peu idiot, ça vous reviendra à un moment donné dans la tête, vous aurez des problèmes, vous aurez peut-être un enfant que vous n'aurez pas voulu, vous aurez une vie pourrie après, alors vous serez content d'être au Japon, mais tout ça pourquoi, j'ai envie de dire. Donc quand même faites très attention quand vous vous mariez, ne vous mariez pas pour des papiers, sauf si vraiment l'amour est bien là et est bien présent. Mais voilà, toujours le petit conseil que j'ai, ne faites pas comme plein de Français que j'ai pu voir qui se sont mariés très très vite parce que la petite japonaise ou le petit japonais était sympa et que maintenant ils sont dans des histoires horribles. Donc faites très attention à ça. Mais au final, je connais pas mal de Français qui sont mariés à des Japonais et des Japonaises qui ont un japonais qui est très basique, vraiment très très basique, et qui n'ont pas besoin de plus, parce que leur époux, elle est bilingue, leur époux ou épouse est bilingue, et elle va s'occuper de tout ce qui est administratif finalement, où il y a des gens qui finalement aussi n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'interactions avec des Japonais dans leur travail. Comme je vous le disais, l'ostéopathe, vu que c'est une médecine qui n'est pas très connue au Japon, et finalement ses clients, ce sont des clients européens ou étrangers, américains et autres, qui eux ont l'habitude d'aller voir un ostéopathe, qui n'en trouvent pas au Japon, et du coup tout le monde est content, et lui il n'a pas besoin finalement de pratiquer le japonais, il n'a aucun client japonais, donc il n'a pas besoin.
ou tous les guides touristiques qui sont spécialisés dans les guides français, si vous êtes français, ou voilà, anglais, si vous êtes anglais, etc. Finalement, vous n'allez pas avoir des touristes japonais qui vont venir avec vous, ça va être juste des touristes français. Vous allez limiter votre clientèle, par contre, forcément. Mais peut-être que vous pourrez en vivre et que ça ne vous posera pas plus de problèmes que ça. Mais n'oubliez pas qu'il y aura toujours de l'administratif à faire. Et donc, forcément, à un moment donné, vous aurez besoin d'aide où il y aura des grosses galères. Ça, il faut toujours le garder en tête. Donc c'est pour ça que je vous dis oui et non. Parce que pour moi, on peut vivre au Japon quand même sans parler japonais. Mais forcément, voilà, il y aura plus de friction, plus de complications, et vous serez dépendant sûrement d'autres personnes. Et être dépendant de gens, c'est pas toujours confortable. C'est d'être dépendant de quelqu'un. Pour la vie de tous les jours, pour régler des problématiques, c'est pas toujours hyper agréable. Et bon, là on parle du japonais comme porte d'entrée finalement pour vivre dans le pays, mais dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est indispensable aussi ? Là j'ai envie d'être un peu moins entre les deux. J'ai envie de répondre plutôt à un gros non, c'est pas du tout indispensable. Indispensable, c'est pas le mot, quoi. On peut très bien avoir sa vie de tous les jours sans encombre, sans parler un seul mot. Bon, au début, ça sera forcément un peu compliqué, vous vous en doutez, pour commander par exemple dans un café ou dans un restaurant, être à l'aise pour lire un menu, vous ne serez pas du tout à l'aise, vous ne comprendrez rien forcément. Et puis quand on va vous répondre, qu'on va vous dire sur place ou emporter, qu'on va vous dire est-ce que vous voulez découvert ou je sais pas quoi, pareil, ça sera un petit peu compliqué. Mais finalement, avec les gestes, avec la tête ou avec juste une incompréhension, puis dire de toute façon c'était ça, j'ai pas compris ce qu'elle m'a demandé, mais voilà, ils m'ont pas couru après, j'ai payé, tout va bien, donc c'est pas très grave. Ça va, ça peut le faire. Et puis finalement, en fait, on apprend assez vite les choses de base, les phrases de base qui vont vous aider dans la vie de tous les jours. Vous connaîtrez assez facilement les 3/4 des expressions à utiliser, par exemple à la caisse, c'est des expressions qui vont revenir sans cesse, et du coup ça va rentrer petit à petit, vous allez devoir faire des recherches, demander un peu à des gens, mais vous allez vite comprendre comment ça marche. Par exemple, à la caisse d'un supermarché, vous saurez assez rapidement comment on dit oui ou non quand on vous demandera si vous voulez un sac plastique. Vous comprendrez quand vous demandez un sac plastique. Vous comprendrez la phrase où on vous demandera s'il faut payer par carte ou en espèces et vous connaîtrez les deux mots pour dire non, je veux payer par carte ou non, je veux payer en espèces. Donc, finalement, ce sont des mots qui reviennent sans arrêt, qui sont toujours les mêmes et on s'habitue très vite et on a un vocabulaire très limité mais qui permet de faire énormément de choses de la vie de tous les jours. Comme je vous dis, ce genre de choses, ça va vraiment très vite et on peut avoir une zone de confort qui s'installe avec des gestes et des paroles vraiment routiniers et avoir son petit confort finalement de vie sans vraiment savoir parler japonais, sans aucun souci. En plus, si vous êtes marié encore une fois à un japonais ou une japonaise bilingue, forcément, ça va être encore plus simple. Mais même tout seul, il n'y a pas de quoi paniquer. Bon, je vous garantis quand même des moments de solitude, forcément. Il y aura quelques aventures qui vont arriver, mais rien de très très compliqué pour l'avoir vécu moi-même sur place. Je me suis très très vite adapté, j'avais quand même des cours à côté, donc c'est vrai que ça me permettait d'apprendre assez vite, mais on n'a pas appris par exemple dès le départ à savoir comment commander un café ou comment payer à la caisse ou comprendre ce que le caissier vous dit, et au final on s'en sort assez bien. Il y aura de temps en temps des complications, forcément, dans des choses administratives principalement, des lettres à traduire, vous ne comprenez rien, vous direz pourquoi l'électricité m'envoie un truc de 4 pages, des démarches qui vont être un peu chiantes aussi parfois, mais ce sont des choses ponctuelles au final, et c'est assez facile de demander de trouver de l'aide via un autre expat, ou alors chercher sur internet avec des outils de traduction, ou alors si vous aviez un ami japonais qui parle un peu anglais ou français, on arrive toujours à trouver quelqu'un pour nous aider et se débrouiller, surtout que c'est pas souvent. Après, est-ce que je conseille de me dire ça sert à rien d'apprendre le japonais, t'emmerdes pas. Non, non, forcément, pour moi, apprendre la langue, c'est quand même important. Même si vous n'en avez pas besoin dans votre travail ou dans votre couple, vous serez forcément à un moment donné frustré, voire souvent peut-être même de ne pas pouvoir discuter avec des gens intéressants, avec des gens que vous trouvez sympathiques, mais du coup vous ne pourrez pas discuter avec eux, ou bien juste exprimer votre point de vue parfois, parce que dire il fait chaud, il fait froid, c'est sympa, et les Japonais en plus adorent le small talk, donc vous ferez plein d'amis, mais des fois vous allez peut-être avoir envie de pousser un petit peu plus loin, de poser des questions, de pouvoir vous exprimer, de dire des choses sur vous, et du coup vous ne pourrez pas, tout simplement. Et tout le monde, en plus, n'aura pas la chance d'avoir des conditions idéales. J'entends idéal avec des guillemets, c'est-à-dire d'avoir un compagnon qui est bilingue ou d'avoir un travail qui vous permet de ne pas avoir du tout de japonais dans votre travail. Si vous avez un projet de vie au Japon, l'apprentissage du japonais, c'est quand même un gros atout que vous rajouterez dans votre portefeuille de compétences en quelque sorte pour parvenir peut-être à réaliser votre but de vivre au Japon. Et je rajoute l'anglais aussi dedans, même si les Japonais ne parlent pas trop anglais en général. Vous allez avoir plus de chances. Si vous partez avec que le français pour trouver un travail, vous allez vraiment beaucoup limiter vos possibilités. Alors que si vous avez un bon anglais à côté, peut-être que dans des sociétés un peu plus internationales, vous allez avoir des possibilités qui seront
plus grande. Si vous avez l'occasion, je vous invite aussi à faire une école de langue au Japon pendant une longue durée. Alors ça coûte quand même un petit peu d'argent, donc il faut avoir des économies pour le faire, mais ça vous permettra de mieux connaître la culture japonaise au final, de vous laisser le temps aussi de voir si ça vous plaît ou non, de vous donner des bases de japonais, voire plus que de bonnes bases, pour ceux qui sont vraiment bons en langue, mais pour ceux qui ne sont pas très bons, vous ne serez pas bilingue à la fin de vos 2 ans de japonais, mais vous aurez des bases intéressantes. Et puis ça vous permet aussi de vous ouvrir beaucoup plus d'opportunités pour vivre au Japon, d'avoir quand même ces bases de langue, et puis même de connaître un petit peu mieux ce qui se fait, d'avoir des amis peut-être japonais, d'avoir eu le temps d'avoir des amis, peut-être d'avoir eu le temps aussi de rencontrer votre compagnon japonais, parce que si vous l'avez rencontré sur internet, c'est compliqué de se marier au bout de 2 mois, il y en a qui vont le faire, mais voilà, si vous restez 2 ans et que vous rencontrez, je sais pas, votre compagnon au bout d'1 an, vous pouvez vivre un peu avec pendant 1 an, voir comment ça se passe, et puis si tout se passe bien, là pourquoi pas se marier, et puis peut-être que votre niveau de japonais ne sera pas énorme, mais vous serez dans les conditions, les bonnes conditions pour pouvoir avoir un projet au Japon. Mais au final, si je devais donner une réponse, si on me disait oui ou non à cette question, je dirais que non, c'est pas impossible, clairement. On peut vivre longtemps, voire très longtemps au Japon, sans parler la langue. On peut avoir dans certains cas un travail qui le permet, et pour la vie de tous les jours, si vous n'êtes pas exigeant dans les interactions sociales, ça suffira largement. Certains aussi s'accommodent très bien, finalement, de vivre qu'entre expats. On peut très bien profiter d'une partie du Japon, tous les bons côtés, que c'est calme, c'est sympa, que les gens sont gentils, et avoir tout de même des interactions, avoir beaucoup d'interactions sociales avec seulement des étrangers, et se faire un petit cercle d'amis pour bien vivre sa vie. Surtout que les cercles d'amis japonais, on le sait, parfois c'est quand même compliqué, et que finalement, on se retrouve un peu mieux d'avoir des relations plus profondes avec des étrangers. On est tous différents finalement là-dessus. Certains vous diront vivre au Japon en côtoyant principalement des expatriés, c'est totalement bête, c'est ridicule, ça sert à rien. Mais je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise réponse comme d'habitude. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est ce qui va vous convenir le mieux. Parce que finalement, est-ce que ne plus parler à aucun étranger, avoir que des relations avec des Japonais parce que c'est des Japonais et que si on est étranger, non, je veux pas lui parler parce que c'est un étranger, est-ce que c'est mieux ? Personnellement, moi je pense pas. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il a envie. Mais bref, vous l'aurez compris, vivre au Japon sans parler japonais, c'est tout à fait possible. Dans la vie de tous les jours, on s'en sort. Il n'y aura pas de problème, il y aura quelques moments de solitude, mais on trouve toujours des solutions, de l'aide. Et dans l'ensemble, la routine s'installe très vite pour ne pas avoir de friction finalement régulière dans sa vie et de stress. Il ne faut pas que ça soit un frein total à vos projets. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Mais aussi, garder en tête que ça sera forcément un frein quand même. C'est pas un frein total, mais c'est un frein. Que ça risque de limiter vos possibilités. Ça sera suivant vos diplômes, votre secteur d'activité. Ça peut totalement vous bloquer aussi. C'est pour ça que peut-être que vous ne pourrez pas partir au Japon à cause de tout ça. Et donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, il faut bien réfléchir à ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, les opportunités qui existent, et se dire, ok, si j'ai vraiment besoin du japonais, j'aime pas trop apprendre les langues, mais j'en ai vraiment besoin pour partir, et dans ce cas-là, il faut se mettre un petit coup de pied dans les fesses et se motiver, même si c'est pas simple, pour apprendre le japonais, et quoi qu'il arrive, de toute façon, apprendre le japonais, ça sera toujours bénéfique, vous pourrez vous faire des amis, vous pourrez discuter plus facilement, si vous pouvez le faire, c'est quand même un grand plus. Mais voilà, pour le focus d'aujourd'hui, c'est fini. On va passer, comme d'habitude, vous le savez, à la rubrique l'Insta-Moment. Et cette semaine, mon Insta-Moment, c'est pour quelqu'un que je connais personnellement. C'est un expat qui vit à Kyoto, et qui vit à Kyoto là-bas depuis pas mal de temps. Bon, alors quand je dis je le connais, c'est vite dit. On s'est rencontrés car on fréquentait le même café, Walden Woods, à Kyoto. Moi, j'y étais tous les jours, et lui, il venait régulièrement. Il faisait beaucoup de rendez-vous là-bas, un peu professionnels, où il accueillait des gens, etc. Il était très ami aussi avec le patron et le staff, et c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Le staff m'a présenté ce garçon-là. Alors, c'est un Américain, il est vidéaste, il vit à Kyoto depuis pas mal d'années, je pense, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal de temps qu'il vit là-bas. Il parle très bien le japonais, et il a même monté, donc il a sa société de vidéo en gros, et avec d'autres personnes, il a aussi monté un espace de coworking qui est dans une magnifique vieille maison japonaise qu'ils ont retapée. C'est vraiment sublime, et c'est vraiment un endroit, je pense, pour les gaijins qui veulent faire du coworking, c'est un peu... je suis au Japon, je suis dans mon petit jardin, et tout est bien aménagé, mon petit jardin japonais dans la vieille maison. Franchement, c'est un endroit de coworking de rêve pour ceux qui idéalisent un peu le Japon, qui aiment bien ce Japon-là. Je pense qu'ils ont eu une très très bonne idée là-dessus. Alors, il parle en plus donc très bien le japonais, comme je vous l'ai dit, et il parle pas forcément anglais, vu qu'il est américain. Dans cet espace de coworking qu'il a monté, je crois que ça fait à peine 1 an que c'est ouvert, on trouve aussi un restaurant de sushi que j'ai pas essayé, et il y a aussi une antenne d'un des roasters les plus connus au monde qui s'appelle Weekenders. C'est un roaster japonais de Kyoto,
qui fait un café qui est vraiment de qualité et qui s'est installé sa torréfaction sur place. Donc c'est assez chouette. C'est le genre de gars qui est vraiment sympathique, qui a un contact facile. Vu que Kyoto en plus est une petite ville, je le croisais souvent dans la rue à vélo et il s'arrêtait à chaque fois juste pour dire un petit coucou. Il fait plein de vidéos de sa vie au Japon, il fait même des petites vidéos du genre 1 seconde, une journée qu'il concatène en une vidéo chaque mois. C'est assez chouette à suivre au final. C'est pas un ami en tant que tel, hein, je le connais pas très bien, on a dû échanger 2-3 fois, quelques minutes à chaque fois, mais c'est un vrai gaijin de Kyoto, le mec qui est bien intégré, qui a fait son trou là-bas, et peut-être ça sera vous dans quelques années, qui sait, et franchement c'est assez intéressant de suivre sa vie comme voilà à chaque fois. Son compte c'est Gendo Ikari, Gendo_Ikari, comme d'habitude les liens sont sur le site, mais il est temps de passer à la fameuse rubrique sans nom. Et vu que j'ai rencontré cet Américain dans un café, je vais vous parler d'un café, bah oui, vous savez, c'est ma passion, et d'une marque très connue pour les amoureux de café, il s'agit de Glitch. Alors Glitch à la base, c'est un coffee shop dans le centre de Tokyo, dans un quartier d'affaires qui n'est pas franchement les plus plaisants à visiter, vous allez voir beaucoup de salaryman ou d'office lady, il y a des grandes tours, etc. C'est pas le quartier le plus hip-hop pour ça, pour les vacances en tout cas. Mais c'est pas très loin du quartier des libraires, voire même d'Akihabara, et c'est très central, donc on peut y aller quand même facilement en faisant un petit détour. Glitch, c'est comme souvent à Tokyo, un coffee shop qui est pas très grand. À l'intérieur, il doit y avoir 2 places sur un comptoir qui donne sur la rue, qui est ma place préférée. Vous savez, j'adore observer, regarder les gens avec un petit café, observer les Japonais dans la rue. Ça fait un peu stalker dit comme ça, mais bon, c'est des petits plaisirs voilà, de regarder un petit peu ce qui se passe. J'aime bien. C'est des bons moments pour moi. Donc ils ont 2-3 places sur ce comptoir. Et à tout casser, 5-6 places assises dans le reste. Ils ont quand même réussi à caser le roaster, donc l'appareil qui torréfie le café à l'intérieur. Je ne sais pas par quel miracle, mais ça rentre. Glitch, c'est sûrement en termes de qualité, franchement, un des meilleurs coffee shops du Japon. Ils proposent souvent une large variété de choix au niveau de l'origine, dont des cafés d'origine aussi qui sont supérieurs, qui peuvent faire monter le prix aussi de façon supérieure et assez excessive. Mais bon, quand on aime, et le prix le vaut, franchement, c'est du très très bon café. Mais il y a aussi des cafés à prix normaux, hein, enfin des prix Tokyoite, on va dire. Glitch, c'est aussi un style, vraiment. C'est de jolies tasses en céramique, qui ont vraiment de la gueule, on a envie de les acheter pour les ramener à la maison. C'est posé sur une planche en bois avec un beau design. Voilà, la planche est design, c'est pas la vieille planche Ikea. Vos pâtisseries elles seront servies dans des filtres à café belges avec le logo de la boîte. C'est classe. Pour les Instagrammeurs du dimanche, vous serez ravis. En plus, chaque café est servi avec une mini carte de visite présentant les informations du café, donc. Le design est vraiment soigné de A à Z. L'intérieur, par contre, est un peu plus rustre, brut de décoffrage, on va dire, mais ça a du charme aussi. C'est pas un quartier où j'aimerais traîner, hein, comme je vous l'ai dit, mais j'y vais de temps en temps, ou alors je fais un détour par là pour me poser dans Glitch, car j'apprécie vraiment leur café. C'est un de mes préférés au monde, vraiment sincèrement. Et vous savez quoi ? En plus, ils ont 2 autres cafés. Il y en a un qui est à Akasaka, si je dis pas Akasaka. Oui, Asakusa, Akasaka, c'est ça ? Oh, je voulais un gros trou, les amis, ne m'en voulez pas. Le quartier central, voilà, il me semble que c'est Akasaka, mais j'ai un gros trou. Alors, c'est pas Asakusa, hein, ça c'est sûr, à côté de Ueno, non, c'est celui qui est plus central. Il me semble que c'est Akasaka, mais j'ai un vrai gros trou. De toute façon, il y aura les liens sur le site de l'émission, voilà. Et désolé si j'ai dit des bêtises. Donc, celui-là, il est plus concept, car là-bas, ils vont ne servir que du café filtre. Donc, vous n'allez pas avoir votre petit expresso ou votre cappuccino, etc. Il est en fait avec un capsule hôtel qui s'appelle 9 Hours. Il est à l'intérieur. C'est une chaîne de capsule hôtel un peu low cost. Vous allez trouver des prix vers 30 €, il me semble, dans ces eaux-là, 30-40 €. Alors bon, low cost si on veut, hein, mais pour un capsule hôtel, voilà, c'est un prix dans Tokyo qui est quand même, dans le centre de Tokyo, c'est pas trop cher. C'est un capsule qui est design. Ils ont beaucoup mis sur le côté design un peu futuriste. Donc du coup, le coffee shop est aussi plus design. Mais le fait de ne pas pouvoir boire de cappuccino m'a jamais trop encouragé à y aller, même si j'aime bien les filtres. Je pense qu'un jour je le tenterai, mais j'avoue, du coup, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Mais j'ai vu plein de photos et ça m'avait donné envie de le tester. Et ils ont refait l'expérience de s'associer à un hôtel aussi à Nagoya. Je crois que c'est un 9 Hours aussi, encore une fois, mais je suis plus tout à fait sûr. Où là, il me semble qu'on a le meilleur des 2 mondes. Donc là, c'est toujours très design. Et en plus, il y a l'air d'avoir de la place. Et il y a l'air d'avoir le choix. C'est-à-dire ne pas avoir que des cafés filtres. Alors, en n'étant pas retourné à Nagoya depuis l'ouverture de ce café, je n'ai hélas pas pu aussi le tester. Je l'ai vu qu'en photo. Et puis plein de photos Instagram. Vous savez que j'adore suivre les gens sur Instagram. Donc j'ai vu plein de photos de ce café. Et il m'a donné vraiment envie d'aller le tester, un de ces 4.
Bref, Glitch, pour les amoureux de café, c'est une valeur sûre. Et puis j'oubliais, vous le savez, je suis gourmand, je vous ai parlé des pâtisseries, et là-bas il y a du niveau aussi. Les croissants et au cinnamon roll sont délicieux, je vous l'ai dit, c'est une valeur sûre. Comme d'hab, je vous l'ai dit, les adresses seront sur la page de l'émission avec quelques photos, mais il est temps d'aller à la dernière rubrique, le coup de cœur de la semaine qui va être très geek et très Japon. Vu qu'avec le 3615 ma vie, on a été un petit peu long, dans le coup de cœur, je vais faire un petit peu plus petit. Cette semaine, c'est pour mon coup de cœur, ça va être pour 2 t-shirts que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Alors, je vous disais que c'était geek et que c'était Japon, car ce sont des t-shirts de Arare, le personnage principal du manga Dr. Slump, que les vieux de mon âge ont connu dans les années Club Dorothée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga humoristique, un petit peu pipi caca, il faut l'avouer parfois, qui a été écrit par l'auteur de Dragon Ball, le fameux Dragon Ball. On voit même Arare dans un épisode de Dragon Ball où Sangoku, voilà, bon, m'excusez, Sangoku, rencontre la petite Arare, une jeune fille robot un peu con, mais adorable avec beaucoup de force parce que c'est un robot. Bref, j'adore mes t-shirts que j'ai reçus, je vous ai mis des photos sur la page de l'émission, je me les suis achetés, je cherchais vraiment un t-shirt avec des designs sympas de Dr. Slump, je n'avais pas trouvé encore ce que je voulais, et un jour je suis tombé sur ce site et j'étais hyper content, donc voilà, je suis très très content de mes t-shirts. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite toujours à me suivre sur Instagram, NJ, donc NGE, où je continue de poster mes photos du Japon, ou bien sur mon Twitter. Bah oui, je suis revenu sur Twitter, où je poste aussi des photos, mais je poste surtout des choses liées à l'architecture, et souvent liées au Japon, parce qu'ils font des choses sympas, des maisons sympas, des choses comme ça. Donc j'aime bien l'architecture, même si je n'y connais pas grand-chose, j'adore ça. Donc n'hésitez pas à y faire un tour pour discuter du Japon ou de ce que vous voulez sur Twitter. Mon Twitter c'est donc Dandy, D-A-N-D-Y, Kitsune comme renard au Japon, K-I-T-S-U-N-E, tout attaché, comme d'hab, sur Explore Japon, vous aurez tous les liens. Mais sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, et surtout, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye, mata. You are